Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez correctement. Philippe Bosquier, je suis le fondateur et le président de la société Innocyntex. La société Innocyntex que j'ai créée est essentiellement basée sur des sujets autour du cloud souverain, des data centers, de la cybersécurité qui va avec et de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a choisi de vous parler du cloud souverain. Pourquoi ? Parce que la souveraineté, elle est non plus dans l'actualité, que ce soit en Europe, en France et plus largement dans le monde. Et le contexte géopolitique fait qu'aujourd'hui, c'est devenu un sujet majeur. Mais avant toute chose, je voudrais vous parler de l'objectif de ce webinaire, qui est avant tout de vous donner des clés pour comprendre, réagir et décider. L'objectif, c'est pas d'avoir une discussion théorique sur la souveraineté. Honnêtement, il y a plein d'articles qui le font, mais surtout de vous donner des indications de comment il faut aborder ça. Qu'est-ce que ça veut dire déjà ? Comment l'aborder et comment avancer de manière raisonnable, parce que on a tous des budgets très limités aujourd'hui dans ce domaine-là, pour éviter de continuer à avoir des dépendances importantes qui mettent à risque notre patrimoine de données, que ce soit au niveau national, mais aussi au niveau de chacune de vos entreprises. Ce que je vous disais à l'instant, c'est que il est l'heure de s'occuper de la souveraineté. On est tous au courant des tumultes, des turbulences géopolitiques, la guerre commerciale lancée par les US avec la Chine, l'impact que ça a sur le monde entier, cette dépendance technologique qu'on a vis-à-vis des USA, notamment avec les big tech, qui jusqu'à présent n'était pas un sujet en soi, mais vu ce qui arrive aujourd'hui dans le monde politique et social que nous vivons, devient une question à se poser. Les données qui sont de nos jours ce qu'il y a de plus important. On l'associe souvent au nouveau pétrole de l'économie numérique. Le pouvoir, c'est la donnée. Et c'est bien pour ça que tout le monde se bat là-dessus. C'est bien pour ça que les big tech ont investi énormément d'argent là-dessus. On parle souvent d'open. Dans OpenAI, et Open, c'est certainement pas pour les algorithmes, c'est surtout pour la donnée. Ça veut dire un accès ouvert à la donnée. Donc, l'adoption massive de l'IA, dont on parle tous, ne pourra se faire sans avoir de la donnée. Mais plus encore de la donnée contextualisée. Parce qu'aujourd'hui, on est assujetti à de la donnée qui vient du monde public, de ce qui est publié sur Internet, et qui est très orienté États-Unis. Si vous demandez par exemple quels sont les plats préférés des consommateurs, vous verrez, vous allez très vite tomber sur des burgers, des choses comme ça. Donc en plus, on s'est aperçu que pour avoir une IA effective, une IA qui veut dire quelque chose pour chacun de nos pays en Europe, il est important de contextualiser la donnée, de pouvoir récupérer de la donnée qui correspond aux us et coutumes, à nos usages, pour pouvoir en faire quelque chose de pertinent. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on ne parle pas ici de choix technique. On n'est pas en train de choisir une solution. La notion de souveraineté, c'est, et avant toute chose, un état d'esprit, une volonté d'aller vers une indépendance et de modeler notre avenir pour en devenir beaucoup plus maître. Donc, que ce séminaire vous apportera, en tout cas on l'espère, c'est une compréhension claire des enjeux de la souveraineté numérique. Comment choisir un cloud de confiance? Qu'est-ce que ça veut dire? Des exemples d'entreprises qui sont déjà allées vers là. Et puis, une feuille de route pour avancer là-dessus et sur laquelle on sera bien entendu très, très heureux de vous accompagner si nécessaire. Alors, l'Europe, elle fait face aux hyperscalers depuis longtemps. Alors, les hyperscalers, ce qu'on appelle les hyperscalers, ce sont les grands fournisseurs de cloud étrangers, essentiellement américains. Vous les connaissez certainement tous de nom, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Et il faut savoir que la grande majorité de nos données sont hébergées chez ces acteurs-là. Alors jusqu'à présent, on s'en préoccupait pas trop.
la relation avec les États-Unis était plutôt pacifique. On a créé une très forte dépendance technologique avec ces acteurs-là. Quels sont les risques qu'on encourt maintenant? Le premier, c'est les risques liés au Cloud Act, ce qui veut dire qu'à un moment donné, le gouvernement américain peut demander à toute entreprise américaine, notamment les trois dont on vient de parler, AWS, Microsoft, Google, de leur fournir les données qui sont en leur possession. Et ce qui veut dire vos données. Et ça, il n'y a pas besoin de demander votre accord. C'est ce qu'on appelle le Cloud Act et les risques d'extraterritorialité des données. C'est le premier risque que l'on met toujours en exergue dans ce domaine-là et qui ne s'est pas matérialisé encore beaucoup, mais qui pourrait très bien se matérialiser beaucoup plus dans les mois et années à venir, suivant comment évolue la géopolitique mondiale. Et puis, il y a la concentration technologique. Tout notre stack technologique dépend de ces acteurs-là. De ce fait, on est dans une dépendance économique également, pas simplement technologique, mais économique. Parce que toutes nos données sont à l'étranger. On peut avoir des fuites. On ne peut pas imposer nos standards lorsqu'on n'est pas sur notre propre territoire. Et donc, on est dans des situations où on peut subir des problèmes de continuité de service, de confidentialité en cas de crise, en cas de guerre. Tous ces scénarios qui jusqu'à présent étaient peu probables et qui le deviennent malheureusement un peu plus, peuvent avoir un impact sur notre capacité à continuer à conduire notre business. Donc, on ne peut pas ne rien faire ou à défaut s'aliéner directement à une puissance qui prend le monopole et la direction de toutes nos données et de toutes nos institutions et de notre économie numérique. Je grossis un peu le trait, mais c'est voulu, parce que, un peu comme dans la cybersécurité, on a l'impression que le monde, il est tout beau, il est tout gentil, mais il y a plein de choses qui se passent derrière. Là aussi, il faut savoir que le risque est fort et que plus aujourd'hui que jamais, on est face à ces risques et qu'il faut les adresser. Alors la souveraineté numérique, elle recouvre trois dimensions. Bien sûr, la dimension technologique, c'est ce qu'on aborde en premier, où sont hébergées les données, par qui elles sont opérées, est-ce qu'on peut en reprendre le contrôle. Mais il y a aussi la souveraineté juridique. On parlait du Cloud Act et de l'extraterritorialité des données possibles. La conformité à la RGPD, ça fait aussi partie des aspects de souveraineté. Un certain nombre de pays ne sont pas assujettis à la RGPD dans le monde. Donc c'est important de pouvoir maîtriser ça sur notre périmètre et le nôtre. Et puis il y a le côté politique et économique qui fait que on est toujours sur une innovation de rattrapage. Ça veut dire qu'on n'est pas sur une innovation où on va nous-mêmes créer de la valeur. On rattrape les États-Unis, on rattrape la Chine, mais et on a du mal à retenir la valeur économique en Europe. Donc il faut qu'on arrive à passer d'une innovation de rattrapage à une innovation où on crée de la valeur et on attire des talents. Et la souveraineté est un élément indispensable à cela. Alors un cloud de confiance, encore une fois, c'est pas simplement de la technologie. C'est plus que ça. J'ai tendance à dire que c'est un contrat éthique et opérationnel. Pourquoi? Parce que, bien sûr, on s'appuie sur des labels reconnus. Alors, SecNumCloud en France, on est en train d'essayer d'aller péniblement et laborieusement vers des schémas européens de certification qui verront probablement pas le jour avant longtemps. On a eu des initiatives comme Gaia-X, qui essaie de cadrer la gouvernance et l'interopérabilité des clouds en Europe. Mais c'est aussi des principes de base qu'il faut respecter. La transparence, le contrôle, la sécurité renforcée, la localité et la souveraineté des données. Et puis, un cloud de confiance, ça vient avec des prérequis techniques et organisationnels. Déjà, il faut que les centres de données soient situés en Europe. Qu'il n'y ait pas de risque d'extraterritorialité des données. Il faut qu'il y ait des notions de réversibilité, de portabilité des données.
C'est-à-dire, on ne peut pas se permettre d'être captif provider d'un fournisseur. Il faut que dans les contrats qu'on ait avec ce fournisseur, on ait des clauses de réversibilité qui permettent de passer d'un fournisseur à un autre lorsqu'on le désire. Il y a des certifications à considérer, que ce soit l'ISO 27000 ou le HDS dans la santé. Et puis, il faut avoir des clauses contractuelles claires et il faut être capable de subir des audits. Un opérateur de cloud de confiance doit intégrer tout ça dans ses contrats et doit permettre à ses clients d'organiser des audits afin de vérifier que tous ces points-là sont respectés de manière quotidienne. Alors pourquoi on oppose les hyperscalers et le cloud souverain? Parce que ce sont deux visions qui sont aujourd'hui un petit peu confrontationnelles. Les hyperscalers aux US, eux, vont mettre l'accent sur la capacité à développer des fonctionnalités, la capacité à massifier. Mais, comme je vous disais, ce sont tous les données passent par les États-Unis. On est soumis au cloud, au risque de voir le gouvernement prendre nos données pour des raisons qui leur sont propres. Les décisions se prennent en Europe. En termes de sécurité, nos 3 hyperscalers vont vous dire qu'ils sont sécurisés, et ils le sont. Je peux vous assurer que pour les auditer régulièrement, ils le sont, mais ça reste très opaque. Le support client, il est sous-distant, très industrialisé, et il n'y a pas de réversibilité. Si vous voulez sortir d'un contrat avec un hyperscaler, mais c'est à vous d'en prendre tous les coûts, toute la charge, parce qu'ils ne vont pas vous aider. Et c'est tout ça qu'on essaie de contrebalancer en France et en Europe, en ayant une gestion de données sécurisée, un alignement avec les certifications claires, une gouvernance européenne, une proximité des services. On opère les clouds avec des personnes qui appartiennent à l'Europe, qui font partie de l'Europe, qui font partie de la France. On voit bien arriver des solutions hybrides comme Sens ou Blid, dont on reparlera. Et on a des contrats clairs. On peut en sortir. Il y a de la réversibilité. C'est tout ça que le cloud souverain apporte. Alors, je vous parlais de Sens et de Glue, parce qu'en ce moment, on vit un phénomène d'hybridation. Comme vous en doutez, les hyperscalers américains ont bien compris ce qui se passait et ont bien compris les enjeux pour rester en Europe. Ces enjeux sont pouvoir assurer une souveraineté des données et une souveraineté opérationnelle. Et donc, plutôt que d'attaquer le marché, de continuer à attaquer le marché frontalement, ils ont décidé de passer par des solutions hybrides. C'est-à-dire de s'associer d'une manière différente en fonction des sociétés, d'un point de vue juridique du terme, avec des entreprises locales pour continuer à fournir leur technologie, mais tout en laissant ces entreprises locales opérer cette technologie. Ils deviennent de ce fait non plus un provider de services, mais un provider de technologie, ce qui permet de nous affranchir du Cloud Act dans ce domaine-là. En France, 2 grandes initiatives sont nées de ça. Sens, qui est une émergence une émergence de Thales et de Google Cloud, majoritairement la propriété de Thales, mais qui opère les technologies Google Cloud dans ses propres data centers. Une autre qui s'appelle Bleu, qui est une JV entre Capgemini et Orange, utilisant les solutions de Microsoft Azure. Récemment, AWS a décidé de prendre une autre approche et de bâtir directement une structure européenne pour adresser le marché tout seul. Ils sont moins dans cette approche d'hybridation et de coopération avec des entreprises locales. On verra bien ce que ça donne. Effectivement, à répondre, ces hyperscalers s'adaptent pour pouvoir continuer à exister sur la plateforme européenne. Des clouds souverains, on en a déjà. On en a dans la santé, les hôpitaux. On a le CHU de Nantes qui tourne avec Outscale, qui est une solution de Dassault Systèmes. On a des collectivités,
locale et de l'éducation qui tourne comme à Bordeaux avec Sens et Google Cloud. On a également des solutions en place également dans d'autres endroits que la France. Il y en a dans tous les pays d'Europe. Ça émerge dans tous les pays d'Europe. On a par exemple une Icridia en Italie qui également a bâti sa solution sur une plateforme cloud native et qui est complètement souverain. Le cloud souverain, ça existe déjà, c'est en train de se développer. On n'en est pas encore à une phase où c'est répandu partout. Alors pourquoi? Parce que déjà ça coûte un peu plus cher. Il y a toujours un upside de 20 à 30% par rapport au cloud public. Mais on en voit en plus la nécessité et le côté impératif, notamment dans les secteurs très régulés, comme je vous ai parlé, de la santé, des collectifs du secteur public, des finances, des banques, et c'est en train de grandir en plus. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Si on veut initier une démarche souveraine, on a 5 étapes clés à considérer. La première, c'est cartographier nos actifs critiques. C'est inventorier nos données d'application, nos microservices, les flux sensibles, tout ce qu'on a. Parce que je peux vous assurer que quand je fais le tour des clients que nous avons, la plupart n'ont pas une cartographie précise de leurs actifs. Et quand on parle cybersécurité, souvent il y a un optimisme qui laisse à penser que la situation est pas si mauvaise. Et en fait, quand on creuse, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de points sensibles ou de points critiques et qu'il faut adresser. D'autre part, une fois qu'on a fait cette cartographie des actifs, il faut auditer la conformité, la sécurité. Où on en est en termes de conformité de sécurité? Est-ce qu'on est conforme à la RGPD? Est-ce qu'on est soumis au Cloud Act? Est-ce qu'on a bien patché tous nos systèmes? Quelles sont les failles de sécurité qu'on peut avoir? Etc. etc. Est-ce qu'on a chiffré nos données sensibles? Est-ce qu'on a une politique de gestion de la donnée en fonction de sa criticité? Ça nous permet de savoir quel est notre patrimoine, quels sont les points d'amélioration, quels sont les risques. Après, il faut regarder quel est le fournisseur que l'on veut sélectionner. Alors, bien sûr, en France, on va prioriser Second Cloud. Si on est dans la santé, on va pousser pour HDS. Mais en tout cas, on va s'assurer qu'on a une gouvernance européenne et ces fameuses clauses de réversibilité, de portabilité. En termes de migration, il va falloir le faire en manière progressive, de manière phasée. On va démarrer par un proof of concept, puis on va progressivement évoluer vers la production. On va faire des tests de réversibilité. On va commencer à augmenter la notion de sécurité autour de ça. On va mettre du monitoring. Et puis après, une fois qu'on a fait la montée en charge progressive, on a l'exploitation et l'amélioration continue, qui est un élément important parce que quand on parle de sécurité, quand on parle de souveraineté, ce n'est pas un exercice qu'une fois. Il faut s'assurer au quotidien que ce qu'on a mis en place est pertinent, reste valable parce que le monde évolue, les risques cyber évoluent et on se doit de toujours s'assurer qu'on reste en synchronisation et qu'on n'introduit pas de nouvelles failles dans les systèmes que l'on a bâtis. Donc, voilà les 5 phases sur lesquelles il faut se pencher quand on veut monter une démarche souveraine. Donc, si vous voulez démarrer, on vous conseille 3 actions concrètes à lancer dès demain. Déjà, ajoutez une clause de souveraineté dans vos appels d'offres. Intégrez dès maintenant une exigence sur la localisation des données. La réversibilité. C'est important d'avoir ces éléments-là dès le départ dans toute clause avec les fournisseurs avec lesquels vous allez travailler, qui vont héberger vos données et réaliser des traitements sur ces données. Auditez votre exposition aux hyperscalers. Souvent, très souvent, 90% du temps, qu'est-ce qui s'est passé? Les sociétés ont fait des mouvements dans le cloud. AWS, Azure, Google, en fonction des choix qu'ils ont fait. Ces migrations, elles ont souvent été faites d'une manière qu'on appelle le lift and shift.
C'est-à-dire, on a pris ce qu'il y avait chez nous et on l'a transféré. Mais on ne l'a pas transformé. Ce qui veut dire que on encourt un certain nombre de choses. Déjà, on paie beaucoup plus que ce qu'on devrait aux hyperscalers parce qu'on n'a pas optimisé. Mais là, il y a des technologies de type Finox qu'on peut mettre en place pour vous aider à réduire drastiquement vos coûts cloud existants. Mais il y a aussi des risques de continuité de service qui n'ont pas été pris en compte. Des risques sur la gestion des données qui n'ont pas été pris en compte. Le risque que ces données ne soient pas stockées dans l'Union européenne, ou que tout du moins les backups ne le soient pas non plus, même si le système primaire l'est. Et la troisième, une fois que vous avez, encore une fois, fait le tour de ce que vous avez et de vous en mettre, c'est l'ancien POC sur un service clé. Ne partez pas sur quelque chose de gros. N'essayez pas de changer tout en même temps. Mettez en place une solution très ciblée sur un usage qui est important pour vous et faites-le tourner, validez-le, mettez en place la gouvernance qu'il y a derrière et voyez comment ça fonctionne. Et après, vous pouvez évoluer. C'est cette fameuse migration en phase dont je vous parlais qui est importante. Dans ce contexte-là, InnoSyntex, on se tient à votre disposition pour vous accompagner dans ces démarches. C'est notre métier. On fait que ça toute l'année et on le fait dans tous les pays d'Europe. On est là pour vous aider, si vous le souhaitez, à aborder ce sujet qui n'est pas un sujet facile et qui est un sujet sur lequel la gestion du changement est extrêmement importante aussi. Et il ne faut pas négliger. Ça amène à des obligations, à un monitoring, à un suivi, à une gouvernance qui est différente de celle que vous connaissez pour la plupart du temps, et donc qui amène aussi à une gestion du changement qui est importante. Je vous disais, il faut y aller. Bien sûr qu'il faut y aller, c'est maintenant qu'il faut y aller. Parce que, et ce n'est pas, comme je dis, ce n'est pas un luxe, c'est devenu impératif. Si on ne reprend pas la main sur nos données, on ne contrôlera pas notre avenir. Si on reste dépendant de solutions étrangères, et notamment américaines, on encourt le risque de soit avoir des coûts augmentés de manière extrêmement forte, brutalement, soit des contraintes sur les services, soit de l'extraterritorialité des données. Donc, le message que je voulais vous passer aujourd'hui au travers de cette discussion, c'est que l'Europe doit agir. Il faut qu'on sorte de cette innovation de rattrapage. Il faut qu'on sorte de cette dépendance dans laquelle on s'est endormi pendant des décennies pour reprendre le contrôle, maîtriser nos données, localisation, leur conformité. Parce que c'est qu'à ce prix-là qu'on pourra garantir l'indépendance et l'avenir numérique de notre région. J'en ai terminé et je laisse place à des questions que vous pourriez avoir. J'en ai mis quelques-unes pour vous guider. Quelles sont vos priorités concrètes en ce moment par rapport à tout ça? Comment transformer ces principalités pour votre organisation? Puisque je sais que ça paraît un petit peu théorique, mais je peux vous assurer, pour faire beaucoup d'audits cyber, pour avoir été dans beaucoup de comités d'audit également, c'est devenu quelque chose d'extrêmement important. Et réfléchissez au cas d'usage que vous souhaiteriez creuser si vous décidez d'aller dans cette direction-là. Effectivement, quand on veut partir de zéro, qu'on n'a pas de cloud, c'est la même manière. Je pense qu'il faut faire le tour de son périmètre, son patrimoine de données et applicatifs technologiques, qui est souvent on-premise. Et puis, toujours pareil, décider de partir sur un petit morceau, quelque chose de significatif, mais pas trop gros, pour se faire la main, pour avancer, pour mettre en place les bons aspects de gouvernance, et puis développer petit à petit au fur et à mesure. Donc, passer de on-prem vers du cloud ou d'un autre cloud vers un nouveau cloud, c'est, je dirais, la même méthodologie. Sachant que souvent, en plus, on est de plus en plus dans des solutions multi-cloud. Donc ça, on n'en a pas parlé, mais où on peut avoir un certain nombre de données sensibles gérées dans un cloud de confiance et des aspects moins sensibles qu'on peut conserver sur un cloud public aussi. Tout n'est pas noir ou blanc là-dedans, mais en tout cas,
on a tendance de plus en plus à avoir des approches multi-cloud pour des besoins de continuité de service également. OVH ou Scaleway, effectivement, se présentent comme des clouds souverains, et ils le sont. OVH notamment et Second Cloud, Scaleway également. Donc, ce sont des solutions qui ont plus tendance, en tout cas pour OVH, à être aussi pan-européennes et sur lesquelles on peut s'appuyer également. Hein. Ça fait tout à fait partie des offres de cloud européens que l'on peut avoir. NumSpot également. NumSpot, lui, il est moins connu. Il n'est pas encore Second Cloud, mais il va dans cette optique de cloud de confiance progressivement. Donc, NumSpot est une solution qui reste encore assez dans un secteur niche, mais qui est moins connue, qui fait moins de bruit que les autres acteurs, mais qui est en train de se développer également. Merci pour votre écoute, merci pour le temps que vous nous avez consacré. Et puis encore une fois, on se tient à votre disposition pour vous aider dans cette démarche qui sont pas forcément simples, mais qui sont extrêmement structurantes pour vos sociétés et qui vont le devenir de plus en plus. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne fin de journée et à très bientôt.